Les Baden-Clay sont une famille parfaite, vivant à 5 à Brisbane dans une grande maison. Ils sont bien intégrés dans leur communauté et en plus, ils vivent dans une rue très sûre où il ne se passe jamais rien de grave. Pourtant, va s'en suivre l'une des plus grandes recherches de personnes disparues en Australie. Hi tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, malheureusement d'une triste histoire. Bon, avant tout, tu vas mettre bien, tu vas t'abonner parce que c'est ce que tu peux faire pour m'aider et puis parce que j'ai plus de 90 vidéos que tu pourras regarder. Allez, c'est parti! Alison June Baden-Clay, née Dickey le 1er juillet 1968, en Australie. Ça change, pour une fois, on n'est pas aux États-Unis. Donc Alison est née en Australie et elle a accompli beaucoup de choses dans la vie. Elle est diplômée universitaire et parle 6 langues. Elle était chaleureuse, talentueuse et donc intelligente. A few moments later. Et donc intelligente. Sa passion était le ballet. Elle illuminait la scène lorsqu'elle dansait. Elle est très performante au niveau de la danse et elle obtiendra plusieurs prix, mais elle a aussi obtenu le prix de Miss Brisbane en 1993. Le 23 août 1997, Alison a épousé Gérard Robert Baden-Clay. Parlons de ce Gérard. Gérard Robert Baden-Clay, lui, est né à Bournemouth, en Angleterre, Royaume-Uni, le 9 septembre 1970. En 71, la famille de Gérard avait émigré de la Zambie vers la Rhodésie, où ils ont changé leur nom de famille en Baden-Clay pour associer leur famille à leur grand-père, donc le père de son père, Lord Baden-Clay. Qui est ce Lord Baden-Clay? Eh bien, figurez-vous que c'est celui qui est fondateur des scouts et donc son grand-père est de renommée internationale. En 1980, la famille Baden-Clay a émigré en Australie et lui, Gérard, après avoir quitté l'école, il a suivi une formation en comptabilité, puis il a travaillé pour Flight Centre à Brisbane, où justement Alison était au collège et c'est là qu'ils vont se rencontrer. Bon, le collège là-bas, c'est pas comme notre collège à nous, hein, ça équivaut au lycée. Le 23 août 1997, Alison et Gérard se marient. Grand mariage romantique, beaucoup d'invités, Alison est heureuse. Quelques années plus tard, pourtant, le couple va avoir des divergences au niveau de leurs finances. En effet, Gérard dépense énormément d'argent et malgré que les deux travaillent, l'argent vient à manquer dans le foyer. Ils vivent même parfois à crédit et cela crée beaucoup de tensions dans le couple car Alison n'a pas du tout été élevée comme ça. Donc en 2012, le couple était sur des chemins financiers divergents, on peut le dire. Alison, elle, était devenue cadre pour Flight Centre et ramenait donc sa paye. Mais Gérard, lui, qui dirigeait une franchise immobilière haut de gamme depuis 2004, avait bien du mal à faire suivre les rentrées d'argent. Sa franchise immobilière n'était pas du tout un succès et il s'acharnait à réinjecter de l'argent de leur compte personnel dans sa franchise et c'est ce qui causera beaucoup de disputes. Le couple vivait dans une maison louée à Brookfield, Queensland. Et là, la famille a commencé à avoir des signes inquiétants. Et oui, parce que je vous le rappelle, on est dans une DPAE et le joli conte de fées romantique ne pouvait pas continuer comme ça. La famille d'Alison a commencé à avoir des signes inquiétants de contrôle de la part de Gérard sur Alison. Gérard Baden-Clay avait sur sa femme, après qu'ils eurent leur premier enfant, un moyen de pression pour lui faire tout ce qu'il voulait et il était même très menaçant. Il lui donnait des ordres constamment et elle obéissait sans attendre une seconde et ça, toute la famille d'Alison s'en rendait compte puisque cela pouvait avoir lieu lors des réunions de famille. Gérard donnait un ordre avec les yeux noirs et Alison bougeait très vite et obéissait comme si elle était effrayée, apeurée. Vous vous rendez donc bien compte que cela ne passe pas inaperçu
au travers d'un déjeuner ou d'un dîner pour les gens de votre famille qui vous connaissent bien. La mère d'Alison dira: Elle était une mère au foyer et je pense que c'est là que la plupart des contrôles de son mari ont commencé parce qu'il savait où elle était et ce qu'il devait faire pour lui faire ce qu'il voulait. Malheureusement, Alison va cacher toute sa douleur psychologique et même sa détresse, mais elle va aussi cacher à sa famille qu'elle est une femme battue. Donc malheureusement, Alison cachait sa douleur de toutes ses violences physiques et mentales en affichant un visage souriant. Pour les autres, elle était tout le temps donc souriante, bien habillée, bien coiffée. Et pour tous les voisins et la famille, à part ceux qui la connaissaient très bien, personne ne se doutait de rien. Ils diront donc que c'était très difficile pour la famille et les amis de comprendre l'étendue réelle de ce qui se passait à huis clos. Et comme je vous le dis souvent, les gens nous laissent paraître ce qu'ils veulent, mais quand la porte de chez eux est fermée, c'est bien différent. Puis, ils eurent 2 filles et enfin 3 filles. Alors que pendant ce temps-là, Gérard la tourmentait à propos de son apparence. Il lui disait qu'elle était horrible, qu'elle ne valait rien et en plus il la trompait dans son dos et il utilisait les économies du foyer pour soutenir sa propre entreprise en difficulté. Pendant des années, Alison s'est blâmée elle-même, essayant de faire fonctionner son mariage, mais plus que tout, elle voulait que ses enfants grandissent dans un foyer heureux où il y a les 2 parents. Et là, le 20 avril 2012, à 7h15, Gérard va signaler la disparition d'Alison à la police. Gérard a déclaré qu'il s'était couché la veille, le 19 avril dans son lit, laissant sa femme dans le salon sur le canapé. Et le matin, quand il s'est levé, elle n'était plus là. Il a affirmé qu'elle allait parfois se promener le matin vers 5h et a supposé qu'elle l'avait fait ce matin-là. Il dira qu'elle était toujours de retour pour le petit déjeuner des enfants et il a vraiment commencé à s'inquiéter lorsqu'elle n'était pas rentrée à la maison pour leur préparer le petit déjeuner. Après l'avoir cherchée dans la maison, il a essayé de la joindre sur son téléphone. Elle ne répondait pas. Pendant ce temps-là, il avait beaucoup d'autres tâches à faire puisqu'il fallait donner le petit déjeuner aux enfants, les habiller et les préparer pour l'école. Lui aussi d'ailleurs était bien habillé, mais il y avait un mais. Car alors qu'il raconte à nouveau son histoire aux agents de police, les agents de police vont remarquer qu'il a des égratignures sur le visage. Il a dit à la police qu'il se rasait et que c'était des coupures de rasoir, mais la police ne va pas en être si sûre. Gérard a déclaré aux autorités qu'il n'avait pas vu sa femme depuis la nuit précédente et pourtant ce jour-là, Alison avait une conférence très importante où elle devait y assister. Et les recherches vont rapidement commencer pour aider à retrouver Alison. Les services d'urgence ont fouillé la région, les résidents locaux ont été invités à fouiller leurs propriétés et leurs jardins à la recherche d'indices. Et un mannequin portant des vêtements similaires à ceux qu'Alison portait lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois a été installé à l'extérieur de leur maison familiale pour que les gens visualisent sa tenue. Alors là, moi je trouve ça très bizarre parce qu'imaginez ces filles quand elles rentrent chez elles, sur le perron devant la maison, elles voient le mannequin de leur mère avec les vêtements de leur mère. Au fil des jours, les parents d'Alison ont supplié le public de les aider à retrouver leur fille aimante, décrite plus tard comme une femme chaleureuse, talentueuse et qui aimait le ballet. Sa mère dira: Nous devons la retrouver, elle est si précieuse et si aimante. Nous avons désespérément besoin de votre soutien. S'il vous plaît, aidez-nous, s'il vous plaît. Elle a 3 belles petites filles qui veulent voir leur mère le plus tôt possible. Son père dira également: S'il vous plaît, oui, aidez-nous, parce qu'il y a 3 belles petites filles d'Alison qui veulent voir leur mère rentrer le plus tôt possible. Il faisait donc référence à ces 3 petites filles âgées seulement de 10, 8 et 5 ans. À savoir que son mari Gérard va également s'adresser à la presse et qu'il sera en larmes. Il dira: J'essaie de m'occuper de mes enfants en ce moment, nous avons 3 jeunes petites filles. Nous sommes vraiment convaincus que la police fait tout ce qu'elle peut pour retrouver ma femme. J'ai essayé d'aider la police autant que possible. Mais 10 jours après la disparition d'Alison, l'histoire de son mari va commencer à inquiéter la police et tout le monde autour. Malheureusement, le 30 avril, le corps d'une femme a été retrouvé par un canoëiste de Colo Creek. C'est quelqu'un qui fait du canoë-kayak.
à environ 13 km de la maison des Baden-Clay à Brookfield. Le kayakiste avait retrouvé le corps d'une femme au bord d'un ruisseau sous Colobridge Crossing à Hampstead, donc comme je vous l'ai dit à 13 km de la maison. Il dira: J'ai vu une personne allongée sur le côté sous le pont. Au départ, j'ai pensé que c'était quelqu'un qui dormait sur la rive du ruisseau. J'ai trouvé le corps. Ensuite, j'ai réalisé que c'était peut-être cette femme, Allison, d'après ses vêtements, car j'avais vu le mannequin devant la maison qui était montré à la télévision. Alors, effectivement, cette technique du mannequin fonctionne. Le lendemain, il a été confirmé que le corps était celui d'Allison. Ses funérailles ont eu lieu à Ipswich le 11 mai et le rapport d'autopsie indiquait que la cause du décès n'avait pas pu être déterminée. Sera révélé qu'en octobre 2011, Allison avait appris la liaison de longue date que son mari avait avec l'une de ses employées. Le 13 juin 2012, Gérard, son mari, a été officiellement interrogé au poste de police et accusé du meurtre d'Allison et d'avoir interféré avec les preuves. Il a maintenu son innocence. Cependant, la police va déclarer avoir trouvé une tache de sang dans le coffre de la voiture d'Allison et un expert a déclaré que les blessures sur le visage de Gérard étaient plus typiques d'éraflures d'ongles, donc de griffures, que coupures de rasoir, et j'en suis sûre vous vous en doutiez tous. Des feuilles ont également été trouvées dans les cheveux d'Allison qui correspondent aux feuilles des plantations qui sont dans le jardin. Les détails de la liaison de Gérard avec cette ancienne collègue ont également été entendus au tribunal, tout comme les détails de la police d'assurance vie de sa femme de 800 000 $. Encore une police d'assurance. Gérard, qui figurait sur la liste des bénéficiaires de la police d'assurance vie de sa femme, lui, il n'a pas attendu, c'est la frite la plus cramée du cornet. Quelques jours après la disparition de sa femme, il a réclamé la police d'assurance. Et plus précisément dans les 6 semaines suivant la découverte du corps. La sœur d'Allison a parlé du contrôle extrême voire violent de son beau-frère qu'il avait sur sa femme, aussi bien mental que physique. A été révélé que Allison Baden-Clay se sentait souvent seule d'être mariée à un mari méchant et insultant. Sa sœur dira: Je ne suis pas sûre qu'elle était consciente du niveau de contrôle qu'il avait sur elle. Elle ne sait pas si sa sœur aurait mis fin un jour à son mariage, car elle restait dans cette relation malheureuse pour le bien de ses 3 filles. Tony McHugh, la maîtresse de Gérard, le mari et ancienne collègue de travail, dira que Gérard lui promettait de quitter Allison et ce bien avant la disparition de sa femme. Tony McHugh témoignera plus tard que Gérard lui avait dit qu'il n'aimait plus sa femme et qu'ils avaient une relation asexuée, c'est-à-dire sans rapport intime, et qu'il s'inquiétait même pour la santé mentale d'Allison. Vous l'aurez compris, aux yeux de sa maîtresse, il fait passer sa femme pour folle, sans tendresse et bien plus. Allison donc vivait dans une relation émotionnellement abusive et coercitive, relation qui l'a laissée profondément malheureuse. Mais ce n'est qu'au procès que sa famille a compris la véritable étendue du contrôle que Gérard avait sur elle. Un homme qui écoutait même ses conversations via le babyphone, qui contrôlait leurs finances et qui allait dans son propre téléphone portable, donc celui d'Allison, et supprimait les numéros pour pas qu'elle n'ait d'amis et qu'elle appelle sa famille. Les détectives vont commencer à chercher des informations sur les mouvements de la Toyota Prado blanche et de la Holden Captiva argentée des Baden-Clay entre 20h et 5h du matin le lendemain de la nuit où Allison a disparu. Le 11 mai, Anna, Sarah et la Baden-Clay ont assisté aux funérailles de leur mère avec leur père qui, un mois plus tard, le 13 juin, a lui-même été accusé du meurtre de sa femme. La demande de libération sous caution de Gérard a été rejetée le 22 juin parce que le juge David Bodis a déclaré qu'il posait un risque de fuite significative. Il y aura des entretiens vidéo avec la police de Anna 10 ans et Sarah 8 ans. Leurs filles étaient assises dans leurs uniformes scolaires en sanglotant alors que les policiers leur posaient des questions sur leurs parents.
À un moment donné, la petite fille Sarah va s'effondrer en sanglotant parce qu'un détective lui a demandé si ses parents étaient bons amis et qu'elle s'est effondrée en répondant Ils ne sont jamais tristes. Le procès a débuté devant la Cour suprême de Brisbane le 10 juin 2014. Sera dit pour l'accusation, Vous l'avez transporté à Colo Creek. Vous l'avez jeté sous le pont sans ménagement, soucieux de vite partir retrouver vos enfants. Tout cela a été fait à 1h48 du matin peut-être, c'est-à-dire lorsque vous remettez votre téléphone sur son chargeur. Vous avez commencé à couvrir vos traces alors, posé des jouets à l'arrière de la voiture où vous aviez posé le corps, vous rasez, vous coupez juste les bords inférieurs pour aider à déguiser les griffures, pour donner une certaine légitimité à l'affirmation qu'il s'agissait en fait de coupures de rasage. Et vous étiez heureux que la police fouille votre maison parce que vous saviez qu'il n'avait rien à trouver. Allison n'était pas là. Gérard a plaidé non coupable des accusations. Le 15 juillet, il a été reconnu coupable du meurtre d'Allison. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité avec une période de non-libération conditionnelle de 15 ans. Le 7 août 2015, Gérard a fait appel de sa condamnation devant la Cour d'appel du Queensland. Le 8 décembre, sa condamnation a été rétrogradée en homicide involontaire. Au motif que les éléments de preuve au procès ne pouvaient exclure une hypothèse raisonnable selon laquelle il y a eu une confrontation physique entre les Baden et sa femme serait tombée. Genre, ils se sont battus tous les deux par hasard, elle a glissé, elle s'est fait mal et ce n'est pas de sa faute. La décision de la Cour d'appel était controversée, il y a eu une forte réaction du public et un énorme rassemblement a été organisé pour demander un appel devant la Haute Cour d'Australie. Personne n'est d'accord avec cette théorie. Le 18 décembre, une foule estimée à 4000 personnes s'est rassemblée sur King George Square, au centre de Brisbane, pour soutenir la proposition de faire appel de cette décision. Certains membres de la profession juridique ont, eux, à leur tour, défendu haut et fort la décision rendue par la Cour d'appel. L'éminent avocat de Queensland, Terry O'Gorman, par exemple, a déclaré « Vous n'avez pas une affaire de meurtre ou une toute autre affaire décidée qui peut crier plus fort que les autres dans les médias. Ceux qui n'aiment pas ça doivent se dire qu'il va falloir vraiment faire appliquer la loi. » La Cour d'appel a retenu l'argument formulé pour la première fois en appel, selon lequel le ministère public n'avait pas exclu l'hypothèse d'un affrontement physique entre les deux, au cours duquel il aurait porté un coup qui l'aurait tué ou fait glisser, sans intention de causer des lésions corporelles graves. Cependant, dans un geste inhabituel, le directeur des poursuites publiques du Queensland a décidé de faire appel contre cette condamnation. Et heureusement, l'année suivante, le 31 août 2016, plus de 4 ans après la mort d'Allison, la Haute Cour d'Australie a rétabli la condamnation à perpétuité et perpète, c'est perpète. Mais croyez-vous que la vie de Gérard en prison est monotone? Non. Il s'est lié avec un autre détenu et on ne sait pas si c'est juste de l'amitié et un peu plus. Et figurez-vous que l'autre détenu, lui, c'est un millionnaire homme d'affaires, John William Shorten, 73 ans, qui avait été emprisonné pendant 15 ans pour l'homicide involontaire de sa femme, Novi. Ils vont être très bons amis, voire plus, et malheureusement, cet homme d'affaires emprisonné va mourir en prison d'une présumée crise cardiaque. De pire en pire, Gérard Baden était aide-soignant rémunéré pour d'autres détenus, et là, ça va prendre fin parce qu'il va toucher les fesses d'un agent pénitentiaire. En février 2017, le père d'Allison a été nommé exécuteur testamentaire de la succession d'Allison. Il a été jugé que Gérard Baden n'avait droit à aucune prestation suite à son décès. La fondation Allison Baden-Clay a été lancée le 31 juillet 2015. Son objectif est de créer une communauté du Queensland qui reconnaît la prévalence de la violence domestique et familiale. En 2018, la première bourse annuelle à la mémoire d'Allison pour une danseuse de ballet en herbe a été donnée par la Première ministre du Queensland, Anna Pasclavskuk, qui avait connu Allison dans son enfance. À savoir que les 3 filles ont été élevées par leurs grands-parents, les parents d'Allison. L'aînée Anna a suivi les traces de sa mère en tant que ballerine.
en suivant un cours de danse à l'université du Queensland. Cette jeune femme de 20 ans a posé dans son chapeau et sa robe de graduation avec ses sœurs Sarah 18 ans et Ella 15 ans qui se sont retrouvées auprès de leurs grands-parents. Mais là, c'est l'horreur. Car oui, il a pris perpétuité le Gérard, mais pourtant il y a 15 ans ferme et il pourrait sortir de prison après. Le président du Queensland a dit « Il n'y aura pas d'autre appel et la réclusion à perpétuité est la seule peine qu'il peut recevoir dans ces circonstances de meurtre horrible. » Et maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. Il faut être capable de reconnaître les signes de violence pour soi ou pour quelqu'un de sa famille ou un ami et ce n'est pas toujours facile. J'ai listé les signes reconnaissables principaux. Isolation de ses amis et de sa famille, parfois le contrôle de ses finances, de son téléphone, épuisement de l'estime de soi. Et surtout, si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes vous-même victime de violences physiques et mentales, déjà, surtout ne restez pas seul, parlez-en à quelqu'un. Et si vous n'osez pas en parler à quelqu'un, quittez cette personne puisqu'elle est toxique pour vous. Mais si vous n'en avez pas le courage, parlez-en à une personne. Quelqu'un qui n'est pas forcément proche de vous ou justement un proche de la famille ou un ami. Si vous n'osez pas le faire, sachez qu'il y a un numéro de téléphone, je vais vous le donner. N'hésitez donc pas à téléphoner au 3919, c'est gratuit et anonyme. Ce numéro de téléphone est désormais accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et vous allez enfin avoir quelqu'un qui sera là pour vous écouter, qui ne vous jugera pas, qui va vous comprendre et qui pourra vous aider à sortir de ce cercle infernal. Voilà, cette horrible histoire est finie. D'abord, dites-moi si vous la connaissiez. Dites-moi aussi si vous trouvez pas ça un peu chelou, même si ça fonctionne, de mettre un mannequin avec les vêtements de la mère devant la maison et pour que les gens, justement, comme elle était disparue, se mettent les vêtements en tête, même si c'est une bonne idée. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Et vous ? Dites-moi si vous pensez que le mari là, il nous a pas un peu pris pour des lapins de 3 semaines avec ses griffures, il a dit je me suis rasé, je me suis coupé. Dis-moi tout ce que t'en penses. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos commentaires, vous êtes des amours, je le dirai jamais assez. Je pense qu'on va laisser un emoji kangourou, puisque c'est en Australie et que j'adore les animaux. Laisse-moi un emoji kangourou et si tu le trouves pas, tu m'en laisses un autre. Pense à t'abonner, à me laisser un pouce en l'air parce que comme je l'explique à chaque fois, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour m'aider et pour faire monter ma chaîne. Oui, parce que ça me fait toujours bizarre de voir que je vais bientôt arriver à un demi-million de vues et que pourtant, je suis entre 4 et 5 000 abonnés. Donc, vous êtes les 3/4 à ne pas vous abonner alors que ça ne vous coûte rien. D'ici la prochaine fois, mais prenez bien soin de vous. Pensez à regarder derrière vous quand vous allez vous promener le matin à 5 h du matin. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye! Ah, et aussi, pense à boire, marche à l'ombre, rafraîchis-toi, petit ventilo qui va bueno. Je veux que vous preniez soin de vous. Bye bye!